Donc voilà, c'est juste un processus qui s'est emballé, ça fait des choses qui peuvent arriver normalement en informatique. Donc, je sais pas pourquoi le il se vole pas, là il a complètement dégénéré. En fait il prenait presque 100% de la mémoire en fait. Donc, c'est assez pénible. Donc il s'enregistre au mauvais endroit peut-être. Voilà. Ça risque de recommencer parce il doit s'enregistrer au mauvais. Enfin, je regarde où il s'enregistre. Bon, je regarderai ça après. Si ça bloque de nouveau, j'arrêterai l'enregistrement. Voilà. Là, donc bravo. Félicitations, c'est bien. On attire le roi vers le bas. Il faut qu'il garde l'opposition, sinon on passe. Mais là, il peut plus garder l'opposition, car le pion F, il doit rester dans le carré, donc il ne veut pas aller en C4, c'est un pion qui la dame. Donc ça, il doit partir. Alors bien sûr, il reprend l'opposition, mais ça sert strictement à rien parce qu'on a un pion passé soutenu. Le pion passé soutenu est complètement gagnant en fait. Voilà, quoi qu'il fasse, on va gagner grâce à ça, on va regagner opposition. C'est plus propre de faire roi D5, pardon. Voilà, et on gagne sans problème la partie. Hein. Mais c'est juste qu'en fait, c'est tout bête, mais c'est facile de se dire, ah mince, il a l'opposition, je peux pas passer. Mais en fait, si, j'ai un pion passé, je passe sans problème. Mais il y a le carré. Voilà, je passe sans problème, je contourne le roi. Je peux contourner le roi parce qu'en fait, ce pion-là est intouchable. Et en fait, c'est comme un petit piquet. Il a comme une chaîne c'est comme si un chien le roi, c'est comme un chien qui est tenu à la laisse par le pion. Il peut pas quitter la laisse du pion. Et résultat, le roi, il contourne et il passe. Et il gagne l'opposition. Mais c'est facile de pas le trouver, hein, je suis d'accord. Alors, en faisant le lien avec ce que tu viens de dire, l'ancien président du Cameroun comparait ses ministres à des chèvres. Il disait, ils peuvent brouter, mais c'est moi qui plante le piquet. Ah bah voilà, c'est joli avec les chèvres aussi, c'est pas mal, les chèvres aussi. La chèvre, c'est mieux que le chien, parce que le chien c'est gentil, alors que le chèvre, voilà, c'est plus sévère. C'est bien vu, j'aime bien. Ouais, mais elle grimpe aussi aux arbres, attention. Ah oui, elle grimpe aux arbres, oui, c'est magique ça. En France, on n'a pas beaucoup des chèvres qui grimpent aux arbres, mais effectivement, là-bas, il y en a, c'est impressionnant. Les chèvres qui sont dans les arbres, c'est très drôle. Ça fait une photo. Comment Bertrand? Oui. Moi, apparemment, ma caméra est toujours bloquée, je sais pas pourquoi. Ah oui, mais c'est comme Mohamed. Chez toi, c'est un problème. Non, mais en fait, là, ça vient pas de toi. Hein. Ça vient pas de toi, ça vient pas de Mohamed, ça vient de Verbaï, effectivement. Parce que là, c'est Verbaï. Effectivement, je pense que c'est le 4e connecté qui se retrouve avec une caméra noire. D'accord. Je vais devoir signaler ça à Verbaï, parce que je pense que c'était toi, Mohamed, qui arrive en 4e à chaque fois, d'habitude. Mais moi, je vois Mohamed, là. Là, oui, mais c'est Christian. Tu arrives à temps, en fait. Tu vois pas Christian Romain? Bon, l'important, c'est que vous m'entendiez et que moi, je vois. Donc, bon. Ah oui, une seconde. Il est à part. Ah oui, il est là à part. D'accord. Voilà. Je l'ai pas vu, non? Alors, on va arrêter le partage d'écran. On va changer de partage d'écran. On va passer au cours d'aujourd'hui. Hop. Voilà. Donc, le cours d'aujourd'hui, c'est un cours sur les axes de progression et l'informatique. Donc, alors, ah oui, mince, j'aurais pas dû partager l'écran. Voilà, je suis fatigué. Hop, on arrête. De toute façon, ça n'a pas marché? Ah bah, de toute façon, ça n'a pas partagé l'écran. D'accord, très bien. Là, on n'a pas l'échiquier. Très bien, parfait, c'est ce que je voulais. Ouais. Alors, là, on va plutôt partager. Donc, je vais vous demander, à votre avis, quels sont les axes de progression? C'est-à-dire qu'aux échecs, si je veux progresser, quels sont les axes de progression possibles, en fait? Qu'est-ce qu'on peut faire pour progresser? Si je veux progresser aux échecs, qu'est-ce que je peux faire pour progresser aux échecs? De la tactique, par exemple. Des exercices, des entraînements. Donc, la tactique, tu veux dire par les diagrammes, en gros. Les diagrammes, ouais. Réseau des diagrammes, d'accord. C'est pas. Parce que moi, le truc qui me manque fondamentalement, c'est l'élaboration d'un plan à long terme. Donc, comment apprendre à créer des plans. Apprendre à créer des plans long terme. C'est ça que tu veux apprendre. Créer des plans long terme. C'est ça que tu aimerais travailler. Je me rends compte qu'à un moment donné, j'arrive à une position où je suis à peu près bien, correct, et en fait, arrivé là, je n'arrive pas à trouver quoi en faire. Bon, il y a la pratique, hein, moi je dirais. Long au court terme, en fait, des plans tout court. Des plans tout court. Des plans, les plans à court terme, c'est toujours assez relativement facile. Tu trouves un pion cible ou quelque chose comme ça. Mais tu dis dans des positions, tu n'y arrives plus. Tu as des positions où tu n'arrives pas à trouver de plan. Tu ne trouves même pas le temps court terme, en fait. D'accord. Alors, ouais, donc,
Donc, au moins moyen terme encore, moyen ou long terme. Okay. Ouais, c'est ça. Plus, alors, travailler les finales. Des manœuvres, en fait. Il exige des manœuvres, quoi, en gros. C'est-à-dire que des plans où t'as pas besoin de faire vraiment de manœuvres, où c'est une cible directe, des plans très directs, c'est-à-dire qu'ils soient pas si directs que ça, d'accord. Donc voilà, qu'est-ce qu'on peut essayer d'apprendre d'autre? Les finales, par exemple. J'ai acheté, excuse-moi, j'ai acheté il y a pas très longtemps un bouquin qui s'appelle Exercice de stratégie. Tu as des positions et il te pose des questions du genre, voilà, quel est le plan qui va donner un avantage fort au blanc? Je suis incapable non seulement de trouver la solution, mais même de la comprendre. Ce qu'il écrit comme réponse, ça te va pas? Pardon? Que la façon dont tu expliques, d'accord, la façon dont tu donnes la solution, ça te parle pas, en fait. Ça peut arriver. Hein. Je comprends pas. Enfin, évidemment, il me dit, bah voilà, quand on fait comme ci, on fait comme ça. Bon, d'accord. Mais comment il arrive à cette solution? Comment il arrive? Tu vois, c'est ça que j'arrive pas. D'accord, d'accord. Très bien. Mais alors, là, on en reparlera après. D'abord, effectivement, ça, on en reparlera. Hein, donc, je vais, voilà. Il y a... reparler. Travailler les finales. Je pourrais même faire une séance entière là-dessus, si tu veux, pas de problème. C'est quelque chose d'important. Travailler les finales. Travailler les finales. Donc, travailler les finales. Alors, c'est assez large, parce que les finales, il y a plusieurs choses. Il y a les finales théoriques et il y a les finales pratiques. Je crois que c'est vrai, parce que les finales théoriques, c'est celles qui sont résolues. Et les pratiques, c'est des finales. Alors, c'est pas un type de finale, c'est une position donnée. On peut apprendre à résoudre. Il y a la compétition. Hein. Moi, je dirais que un des facteurs les plus importants pour progresser, c'est de mettre en pratique ce que l'on fait, quoi. Ouais, donc confronter ses connaissances. Moi, je dirais que ce que donne la compétition en premier lieu, c'est comment l'exprimer. C'est affûter l'esprit, c'est-à-dire que forcer l'esprit à travailler. Alors, oui, ce qui fait le plus progresser, je pense, c'est de forcer son esprit à travailler et non pas à rester paresseux, comme il a tendance naturellement à l'être. Ah oui, ça, oui. Passif, ouais. Ça donne une motivation, en fait. Motivation et forme physique. Parce que voilà, conditions, bravo. Conditions physiques, oui. Les conditions physiques, elle est primordiale. Les conditions, elle est primordiale. C'est primordial. Surtout pour faire de la compétition, c'est vraiment c'est essentiel, effectivement. Ça, c'est bien parce que là, ça fait plusieurs fois que je fais ce cours-là et c'est souvent celui-ci qui est oublié. Hein. La condition forme physique, on l'oublie souvent. Bravo. Mais là, c'est des compétiteurs, en fait, les deux, là, Gérard et non, mais un des meilleurs tournois que j'ai fait, c'était, je sais plus si c'était Malakoff ou plutôt, c'était parce que je faisais mon footing tous les matins, quoi. C'était pas du tout parce que j'étais plongé dans les bouquins, c'était parce que j'avais une très bonne forme physique. Alors, quel est le très fort joueur qui faisait au moins 1 heure de marche avant chaque partie, quasiment? Kasparov, non? Comment? J'ai entendu avant. Kasparov, il faisait du sport. Kasparov faisait beaucoup de sport, mais qui l'avait conseillé pour ça? Quelqu'un d'autre l'a dit, j'ai entendu. Botvinnik? C'est Botvinnik, non? C'est Botvinnik, bravo. Oui. C'est Botvinnik, bravo Christian. Donc Botvinnik, effectivement, c'est lui qui, en fait, ses élèves leur demandaient 2 choses. Hein. Bon, la deuxième, on l'avait pas encore dit, donc je vais pas le dire. Mais la première, la première, je vais pas dire. La deuxième, c'était est-ce que vous faites du sport? Et s'ils en faisaient Botvinnik, avant une compétition importante, il allait toujours chez le dentiste. Ça, je savais pas. C'est pas mal aussi. C'est plus sage, effectivement. C'est pareil. Je comprends très bien. C'est il est très rigoureux, effectivement. Et donc, effectivement, il demandait à tous ses élèves, s'ils faisaient pas de sport, il les coachait. Il faisait coach sportif aussi. Parce qu'il voulait pas. Moi, je me souviens que le vieux Kuzmin, qui était une des figures de Caïssa autrefois, la première chose qu'il m'a dit, il faut cesser de fumer. À l'époque, je fumais. C'est pas mal. Surtout qu'à l'époque, les joueurs d'échecs fumaient beaucoup. Hein. Parce que fumer, effectivement, c'est mauvais pour la condition physique, mais par contre, ça permet de gérer le stress. Et donc, beaucoup de joueurs géraient le stress avec la cigarette. Oui, et donc moi, avec ma pipe. Voilà. Parce que c'était le temps de bourrage de pipe était celui qui évitait les gaffes par précipitation. Ouais, non, mais il avait tout un protocole, effectivement. Donc, mais il avait raison. Ah non, mais oui, vaut mieux, en fait. Hein, c'est pas une bonne façon de gérer le stress, en fait. C'est pas conseillé, en fait. C'est comme pour la confiance, une ligne de coke, ça marche très bien, mais c'est pas conseillé, c'est pas la bonne méthode. Ou l'alcool, en petite quantité, c'est efficace, mais
c'est pas la solution idéale non plus, quoi. Vaut mieux essayer de trouver Tu as des... dit Tal, il fumait comme un sapeur, non? Attention, il y a plein de joueurs d'échecs. Tal, oui. Il y a plein de joueurs d'échecs. Jusqu'à récemment, Kramnik, c'était un fumeur. Kramnik, alors Kramnik, c'était un buveur, un fumeur. Par contre, il avait arrêté de fumer et de boire avant son match contre Kasparov. Sans révéler à Kasparov. Voilà, sans le dire à Kasparov. C'est vraiment, ça c'était assez énorme. Et bon, après, il a quand même repris un peu la boisson, mais moins qu'avant. C'est-à-dire qu'avant, c'était vraiment un alcoolique. Et il a réussi, c'est assez impressionnant parce qu'il arrive à boire sans retomber dans des excès. C'est quand même énorme. C'est pour un ex-alcoolique, c'est difficile. Et il fume, il s'était calmé sur la cigarette. C'est-à-dire qu'il fumait vraiment beaucoup avant. Mais voilà. On connaît tous. Mais moi, je me souviens d'une simultanée contre Tal. J'ai su que j'avais une bonne position au moment où il a laissé son paquet de cigarettes et son briquet devant moi. C'est-à-dire que c'est devant moi qu'il rallumait sa cigarette à chaque tour. C'est sûr que Tal, c'est pas le bon exemple pour la position. Mais par contre, on connaît tous. Pardon? Oui? Oui, Christian? Non, j'allais dire le match Alekhine-Euve de 1935 où Alekhine arrivait complètement sous, quoi. Ouais, voilà. Oui. D'ailleurs, là, il a quand même réussi à perdre le match, quand même, pour le coup. Il a réussi à perdre le match parce qu'il était ivre la plupart du temps, quoi. Et Tal, en fait, il aurait sans doute pu avoir une carrière plus longue s'il avait été, si sa condition physique était meilleure. Bon, après, il n'a pas que son hygiène de vie, il avait une santé aussi très fragile. Lui, il n'a pas de chance. Non seulement il avait une santé fragile, mais en plus, il n'aidait pas par sa façon de... Il lui manquait un rein. C'était un peu dur. Il n'a pas eu beaucoup de chance. Donc, c'est vrai que c'est très important, les conditions de forme physique. Il y a aussi l'analyse de ses propres parties. Voilà, bravo. C'est le deuxième point que exigeait l'analyse de ses propres parties. Mais ça, on l'avait déjà évoqué. Hein. Ah oui, on l'a déjà évoqué, mais sûrement, mais pas aujourd'hui. C'est pour ça que Donc voilà. Et là, moi, j'étais comme Trump. Hein, j'avais toujours gagné, moi. Quel que soit le résultat. Pourquoi? Mais il avait gagné, Trump. Qu'est-ce que oui, voilà. Quel que soit le résultat, j'ai toujours été gagnant. D'ailleurs, il a refusé la victoire récemment. Alors qu'est-ce qu'on a fait donc on a dit l'analyse de ses propres parties, la condition, faire la compétition, la tactique, apprendre, voilà. En fait, il en manque un en gros, mais globalement, il manque un truc qui est primordial, c'est avoir un bon professeur. Ça en fait, oui, c'est gentil, mais alors, ça fait très plaisir d'entendre, mais on peut dire malheureusement, je dois reconnaître que c'est faux en fait. Malheureusement, on peut il a quand même beaucoup d'exemples de forts joueurs qui n'ont pas eu d'entraîneur quand même, ça arrive. Mais bon, ça arrive quand même, il y en a quelques-uns. Par contre, des forts joueurs qui ont réussi, sans faire l'étape, jouer, faire de la compétition ou jouer tout court, jouer, qui arrivent à progresser vraiment significativement sans faire de la compétition, il y en a un qui est très connu, qui est assez ancien. Par contre, récemment, j'en connais pas, mais dans l'histoire du jeu, il y a un joueur donc du début du XXe siècle, début. Ouais, je vois qui c'est. Le gars, il s'est pointé en disant je viens gagner le tournoi, c'est ça? Alors peut-être. Attends, ça va me revenir. C'est un Anglais, non? Ah non, là je confonds. Alors, c'est possible qu'un Anglais ait fait aussi, mais un autre joueur, un joueur qui a été virtuellement numéro 1 mondial. Enfin, qu'on ne faisait pas le classement mondial à l'époque, mais qui a jamais pu faire son match contre l'Asker parce qu'il n'avait pas les moyens. Voilà, un joueur qui aurait pu jouer. Un des joueurs qui n'a pas pu jouer l'Asker parce qu'il n'avait pas les moyens. Ça me dit quelque chose, ça, bon sang. C'est pas Pillsbury, c'est pas. Ça va me revenir. Alors Pillsbury c'était un peu avant, et lui il est mort trop jeune. Il y avait Sultan Khan. Comment? Il y a Sultan Khan. Sultan Khan, effectivement, très fort, mais alors lui non. Il a fait de la compétition. Il faisait de la compétition. Et bon, effectivement, lui, il n'avait pas beaucoup les moyens non plus. Hein. C'est pas Thor? Comment? Qui? Thor? Non, ça me dit rien. L'argent, le péruvien, là. Thor. Alors, non, c'est pas lui, je pense. Effectivement. Alors, il est très connu pour être très précis dans les finales. C'est Gelfand, c'est le joueur préféré de Gelfand, parmi les joueurs anciens. C'est-à-dire que c'est la référence, Gelfand, connaît quasiment toutes les parties de ce joueur par cœur. Je sais pas quoi dire d'autre. Donc voilà, donc je suis sûr de le connaître, ça m'énerve. Alors, c'est donc Akiba Rubinstein, je sais pas si vous voyez qui c'est. Voilà, Akiba Rubinstein, effectivement, c'est un joueur, il a appris à jouer en club. Bon, il se faisait un petit chéri au départ, il est plus retourné au club, donc on sait qu'il a abandonné. Il est revenu, je crois, 6 mois après, il battait quasiment toujours du club. Alors qu'en fait, il restait chez lui.
Il a fait après, il a commencé à faire un tournoi pas international, un tournoi national assez fort. Il s'est fait démonter. On l'a plus vu pendant plus d'un an, je crois. Il revient, il gagne le même tournoi. Et voilà. Et c'est un joueur comme ça qui était capable de, effectivement, en ne travaillant que chez lui, en plus, alors sans rien, parce qu'il a pas de réclame, je veux dire, vraiment qu'avec son échiquier, il était capable de progresser. C'est vraiment une exception. C'est-à-dire que généralement, on n'arrive pas, sans la confrontation, c'est très dur de rester assez lucide, de progresser tout seul, c'est extrêmement difficile. Donc c'est vraiment énorme. C'est une exception. En général, il faut, pour valider le travail qu'on fait, il faut faire de la compétition, comme avait dit Christian. Et en plus, ça aide à motiver, ça aide à faire de la concentration. Parce que rester concentré, motivé et lucide tout seul, c'est difficile. Avec la compétition, vous avez des opposants en face et ça vous force c'est plus facile. Il manque une chose dans notre liste. Oui. Il manque la préparation mentale. Alors, ça, je sais pas trop. J'en ai jamais eu. Mais je sais que, si tu lis le bouquin de Krogius sur la psychologie aux échecs, tu as l'impression qu'il y a quand même là un axe de progression. Alors, effectivement, c'est vrai que j'en parle assez rarement. Donc, c'est vrai qu'on peut le mettre. C'est vrai que je n'en parle quasiment jamais. La psychologie. C'est vrai qu'il faudrait que je renseigne, parce que là, c'est vrai qu'on parle très peu. On parle pas peu de la psychologie. Parce qu'en fait, effectivement, c'est ce que la plusieurs façons de jouer, effectivement, on peut jouer en s'adaptant à l'adversaire, ou on peut jouer en fait juste son jeu en fait. Et dans ce cas-là, la psychologie, on ne rentre pas trop en compte parce que si on a confiance en son jeu, on joue son jeu et on n'a plus à faire cette celle-là n'est pas nécessaire. Mais c'est vrai que ça dépend des types de jeux. Pour un Rognan, par exemple, c'est super important la psychologie des échecs. Carson, c'était très important à un moment donné, maintenant il s'en sort moins. Donc effectivement, ça peut être, là ça dépend des profils, mais ça peut être quelque chose de nécessaire pour beaucoup. Ouais. Donc bien vu. D'ailleurs, la cigarette est une façon de gérer son stress que je les conseille, mais effectivement, donc, bien vu. C'est vrai que j'ai oublié. Alors, il manque encore un autre point d'ailleurs, mais bon. On n'a pas mis le travail des ouvertures. Le travail des ouvertures. Hein, Le travail des ouvertures, en fait, on l'a pas mis, mais en fait, ça fait partie d'un grand chapitre. Donc, le travail des ouvertures. En fait, là, un chapitre. Donc, je vais reclasser tout. En fait, je vais dire, j'ai un chapitre qui s'appelle s'instruire. Donc, c'est apprendre des techniques, en gros. Et donc là, dans ça, il y a beaucoup de choses. Là, les ouvertures théoriques. Les ouvertures théoriques, là, les finales. Les ouvertures ne sont pas que de la technique, hein, puisqu'il y a quand même de la mémorisation. C'est pour ça que je précise les ouvertures théoriques. Dans s'instruire, il y a les ouvertures théoriques comme les finales théoriques. En fait, oui, c'est ce que tu dis. Il y a deux choses. Dans la finale, tu as la théorie et puis les principes. Et dans les ouvertures, c'est pareil. Il y a la théorie et puis les principes. Quoi. Voilà, donc tu as l'instruire, donc tu as les ouvertures théoriques et les principes aussi, tu as raison, c'est partie des instructions, les principes. Et c'est pareil, en fait, c'est ça. En gros, pour les ouvertures, pour le milieu de jeu, pour les finales, tout ça, il y a d'une part des théories, c'est-à-dire des choses qui sont connues. S'il y a des principes pour les trucs qu'on ne maîtrise pas encore, mais on peut creuser des principes. Et voilà, donc ça c'est l'instruction. C'est tout là on peut apprendre plein de choses. Des méthodes de réflexion pour les plans par exemple. C'est aussi des techniques. Donc ça c'est des groupes de s'instruire. Donc c'était tactique, là on l'avait dit. Non, pardon. La tactique aussi, on peut s'instruire, on peut apprendre des techniques comme l'enfilade, le voile, etc. Donc là c'est l'instruction. Il y a s'affûter. S'affûter, c'est typiquement résoudre des diagrammes. Que ce soit des diagrammes de finale ou de tactique, de maths, voilà, résoudre des diagrammes, on s'affûte. Ça, on l'avait dit avec la tactique. Voilà. Jouer, donc ça c'est la phase compétition. Donc jouer, effectivement, on peut on peut jouer, faire des tournois, on peut jouer en ligne. Alors on veut mieux faire des parties classées quand on joue en ligne, parce que on est mieux quand même plus concentré. Jouer dans les arènes, en général on se fixe des objectifs. Et oui, effectivement, que ce soit, en fait, quoi qu'on fasse, en fait, dans un entraînement, quand on décide de faire une session d'entraînement, que ce soit une session de pratique du jeu, de résolution de diagrammes ou d'apprendre quelque chose, il faut aussi penser à se fixer des objectifs. Avant de commencer la session, il faut se dire, à la fin de cette session, faut que je fasse ça. Alors, par exemple, si je résous des diagrammes, je vais me dire, bon, là, j'ai tant de diagrammes à résoudre en tant de temps, il faut que j'ai au moins tant de pourcentage de réussite. Donc voilà, faut que je me donne des objectifs, ou sinon, on va y revenir, mais il faut fixer des objectifs. Je vais revenir plus précisément après dessus. Donc jouer, donc la compétition, la condition physique, bravo, ça c'était super important. Hop, donc maintenir la condition physique. Hop, qu'est-ce qu'on a dit d'autre? Donc on a déjà 4 points là. Condition physique, c'est rajouter la psychologie, donc un point que j'ai pas mis, donc je rajouterai plus
tard sur le. Ensuite, c'est vrai que je pourrais le mettre peut-être aussi. Donc j'ai fait une petite photographe. Qu'est-ce qu'on a oublié? L'analyse, pardon, c'est très important. L'analyse de ses propres parties. Là, c'est super important. Excusez-moi, je me suis trompé de curseur. Comme il y a 2 curseurs sur l'écran, je me fais avoir l'analyse de ses propres parties. Et donc, il manque juste la culture, en fait. Voilà. Se cultiver. C'est-à-dire, typiquement, savoir qu'Akiba Rubinstein était un des joueurs qui s'est préparé tout seul. Savoir que Mamedirov était un joueur extrêmement agressif et qui joue beaucoup avec des menaces directes. Savoir connaître un peu les joueurs, connaître leurs parties. Les forts joueurs ont des très belles parties et c'est bien de les voir, de regarder. Ça donne une culture. C'est pas une instruction, c'est pas quelque chose qu'on apprend. Si, ça fait partie de l'apprentissage, mais c'est pas quelque chose, c'est pas une technique. C'est-à-dire que dans l'instruire, c'est vraiment les techniques qu'on apprend. La culture, c'est des choses qu'on apprend, mais c'est pas les techniques. On va avoir une esthétique du jeu quand on regarde des parties pour joueurs. Donc, si on regarde que des parties pour joueurs, si après on regarde une partie de joueurs un peu plus faible, on va voir que c'est pas, même s'ils jouent mieux que nous, on va voir que c'est pas des parties pour joueurs, pas des plus forts joueurs. Et on a une esthétique du jeu qui se crée. Donc ça, c'est se cultiver. Alors maintenant, on va voir comment. Pardon, à cheval entre la préparation, entre s'instruire et s'affûter, moi je dirais la pratique du problème. Parce que le problème bohémien avec des problèmes orthodoxes, c'est quelque chose qui fait progresser. Je m'en suis rendu compte brusquement une fois, à force de faire des problèmes, de résoudre des problèmes orthodoxes, j'ai fini par progresser sur les schémas de maths. Donc je sais que le problème est une technique de perfectionnement qui est très efficace sur le plan tactique. Que quoi? La solution de problèmes orthodoxes, des problèmes bohémiens, c'est quelque chose qui fait progresser sur les schémas de maths. C'est donc quelque chose qui est à la fois qui fait partie de s'instruire et qui fait partie de s'affûter pour moi. C'est un peu dans les deux. Attends, les problèmes, c'est quoi les résolutions de problèmes? Si, parce que globalement, un problème n'est pas tiré d'une partie réelle. En fait, quand on dit faire des diagrammes, il y a les diagrammes sur chess.com, sur lichess ou ainsi de suite, qui sont tirés de parties réelles et dans lesquelles on va trouver les coups là-dessus. Et puis le problème avec sa propre règle, qui ne sont pas tirés de parties réelles, mais qui présentent des schémas. Les problèmes construits, d'accord. Oui, les schémas de maths, les schémas de maths, c'est extrêmement important et rien n'apprend l'enseigne les schémas de maths comme le problème. Donc les études, tu veux dire, ou je comprends pas. Non, les problèmes. Les problèmes bohémiens, maths en 4 coups. Il y a des problèmes de maths en 4 coups. Tu peux passer 1 heure à les chercher, et en les cherchant, tu découvres tous les schémas de maths qui peuvent exister avec ce matériel. Un problème, c'est un maths en 4 coups, alors qu'en fait, il y a plein de maths en 5 coups qui traînent, très facile, mais le maths en 4 coups est extrêmement difficile à trouver, typiquement. C'est ça, Gérard, on est d'accord? Bon, c'est ça, oui. Et puis, la dame de rester en prise, peu importe. La découverte du schéma de maths est extrêmement importante. Et dans un problème, le matériel n'est pas important d'une certaine manière, dans le sens où il y a très souvent une disproportion matérielle. Monstrueuse, oui. Alors que l'étude, souvent, il faut vraiment trouver le gars et il est très difficile à trouver. C'est le schéma de maths, c'est la compréhension du schéma de maths qui fait que quand tu cherches un problème, tu sais quel type de schéma de maths existe avec ce matériel, et donc tu dois maîtriser parfaitement les schémas de maths pour voir rapidement les variantes. Oui, donc effectivement, alors donc, le fait de résoudre les diagrammes, c'est s'affûter. Et effectivement, tu as un peu d'instruction aussi là-dessus, dans le sens, mais c'est une instruction qui est, justement, typiquement, c'est pas une instruction qui est directe. C'est-à-dire que tu vas pas, quand tu résous des diagrammes, tu vas apprendre des tableaux de maths. Donc c'est vrai, c'est une instruction. Sauf que c'est pas fait de façon directe. C'est une façon indirecte, un peu comme le fait de cultiver. Tu apprends des choses sur les échecs, mais de façon indirecte. Et puis, voilà, je dirais dans le problème, c'est pas le matériel, parce que très souvent, tu as une disproportion matérielle, donc globalement, tu pourrais gagner d'une autre façon. Et il y a une règle non écrite qui est, tu n'as pas le droit de donner un échec au premier coup. Parce que ça avait fait un scandale il y a 1 an ou 2 ans au championnat du monde des problémistes, où le problème que tu as un maths en 2 ou 3 coups, c'était un échec au premier coup. Alors, et tous les problémistes... Ça fait un scandale. Elle n'est pas écrite. C'est absurde de faire un scandale pour ça. Non, mais il y a eu un scandale, parce que dans un problème d'échec, la règle que tout le monde connaît, c'est pas la règle
qui n'est pas écrite, mais que tout le monde applique, c'est il n'y a pas un échec au premier coup. Ouais, mais ça, Et, oui, c'est ça. c'est un délire complet. Ça, c'est un délire. Ne pas faire échec au premier coup, c'est un délire absolu. non, mais c'est dans les problèmes, c'est ça. Quand j'ai fait cours à Mency, C'est pas un délire, c'est une règle esthétique. C'est une règle esthétique, mais c'est une catastrophe. je crois que c'est il y a 2 ans. Ou alors Mais c'était un le sens de scandale absolu. l'esthétique, comme tu disais, est très important pour le joueur pratique. Non, mais attends. Le joueur qui développe son sens esthétique développe sa force. Je peux expliquer. J'ai donc commencé. Le premier club que j'ai travaillé, c'était Mency. Donc j'avais une dizaine de joueurs. Donc certains sont plus de 2000, on m'a approché les 2000 quand même. Et donc j'ai fait le cours. Attends, le son est très mauvais, Bertrand. Le son est très mauvais. Ah, vous m'entendez mal? Vous m'entendez mieux? Vous m'entendez toujours mal? pour moi. Moi, j'entends. Moi, c'était complètement coupé, moi. Ah, d'accord. Haché. Donc la Vas-y, méthode, recommence, oui. ça continue, c'est mieux? Voilà, c'est bon, là. D'accord. Ouais, Donc c'était bon. la méthode des coups forçants. Donc j'ai pris des New Winchess au hasard et je leur demande de choisir un New Winchess. On commence à faire les diagrammes. Donc un 9 diagrammes de New Winchess. Donc je leur demande de lancer. Donc je commence à résoudre. J'en résous 6, ça sert bien parce que là pour le coup c'était vraiment très facile avec la méthode des coups forçants. Et je leur demande, bon bah vous en êtes où? Ils sont toujours au premier, quoi. Je comprends pas, quoi. Ça fait quand même presque 30 minutes qu'on est là. Bah, après j'ai 20 minutes, 25 minutes. Les diagrammes sont quand même relativement simples les premiers et je leur commence à demander ce qu'ils regardent. Et ils regardent des coups hallucinants. Et en fait, je savais qu'ils faisaient beaucoup d'études. Ça, je savais, beaucoup de problèmes plutôt. Je savais qu'ils faisaient pas mal de problèmes d'études. Et en fait, ils faisaient pas des diagrammes classiques. Ils faisaient vraiment que des études. Et résultat, ils regardaient ni les échecs, ni les prises, ni les menaces. Ils regardaient ils regardaient tous les coups, ils regardaient les seuls coups qu'ils regardaient, c'est les coups qui faisaient pas de menaces, qui faisaient pas de prises, qui faisaient pas d'échecs. Alors, évidemment, c'est très bien pour les problèmes des études, on va réfléchir comme ça, mais pour les échecs tout court, c'est une catastrophe. Et pour résoudre des diagrammes normaux, c'est délirant. Et voilà. Et franchement, c'est incroyable. Ils ont mis, au bout d'une demi-heure, pas un membre du groupe n'avait trouvé une simple combinaison, un petit sacrifice suivi d'enfilade. Les 6 premiers étaient super simples. Et donc, résultat, je fais attention. Donc, les études, c'est excellent. Les problèmes, c'est excellent. Mais il faut surtout pas faire que ça. Et surtout, il faut pas réfléchir. Il faut pas créer une mode de réflexion pour ces trucs-là, sauf si vous voulez faire que ça. Parce que si vous commencez à ne pas regarder les échecs et les prises et les menaces, si vous prenez l'habitude de ne pas regarder parce que effectivement, généralement sur les problèmes, c'est pas la solution. C'est très mauvais parce qu'aux échecs, il faut toujours commencer par regarder les échecs, les prises et les menaces. Les échecs, ouais. Et donc résultat, alors je sais bien que c'est une règle esthétique. C'est pas qu'une esthétique, c'est juste que pourquoi on fait ça? Parce que sinon, si c'est un échec, en général, l'échec, il y a très peu de réponses pour l'adversaire et donc ça devient trop facile. Ça a tendance à être les problèmes, autre sens, c'est trop facile à résoudre. Par contre, si on fait un échec où il y a plein de réponses pour l'adversaire, c'est quand même intéressant en fait. Mais effectivement, comme quasiment tous les problèmes n'ont pas d'échec au premier coup, c'est devenu une règle tacite. Et c'est une absurdité. Pour moi, c'est absurdité. Autant pour les problémistes, aucun problème, mais pour ceux qui jouent aussi aux échecs, c'est une catastrophe de ne pas regarder les échecs. C'est vraiment très très mauvais. Je suis d'accord qu'il y a une déformation du problémiste qui se manifeste dans les parties, quand il joue en partie. Moi, je me souviens, j'ai joué une fois contre un problémiste, et à l'époque, il y avait des ajournements. Et à l'ajournement, c'était lui qui mettait sous enveloppe. Mais il a mis en sous enveloppe un coup très neutre en disant pour ne pas compromettre la position. Le problème, c'est qu'il y avait une menace directe dans la position, et que donc, à la reprise après l'ajournement, j'ai exécuté la menace et j'ai gagné. Voilà. Oui. Non, mais alors qu'il pouvait la parer s'il l'avait vu et analysé. Oui, non, mais bien sûr. Après, il y a différents problémismes. On a quand même Kurun Kapter, j'arrive pas à prononcer son nom. Kurun, je sais pas si vous connaissez. Kurun, c'est un bon problémiste. Alors c'est pas le meilleur du monde, c'est un très bon problémiste, et qui est aussi dans le top 50 mondial généralement. Donc c'est un des rares qui passe vraiment les deux. Il y en a. Pour revenir sur ce que disait Gérard, au-delà des schémas de maths, il me semble qu'effectivement, il y a un truc important, c'est de se mettre dans la tête un certain nombre de schémas types, un certain nombre de patterns qu'on retrouve d'une partie à l'autre à partir d'une certaine ouverture. C'est partie des cultures. C'est pas quelque chose, c'est pas une technique, un pattern, c'est une image. Et ça, clairement, quand tu regardes des parties de force joueur ou quand tu résous des diagrammes indéfiniment, c'est vrai que ça aussi, tu as des patterns qui se créent. Donc ça, c'est la répétition de résolution. Ouais. C'est le fait de regarder des parties. Et c'est une forme de culture, effectivement. Une forme de culture. Et c'est une culture très importante, effectivement. Alors, j'arrête le partage d'écran, je change de partage d'écran. Donc là, on va parler un peu d'informatique. Avec, par rapport à
à ces différents points de progression. Donc, voilà. Donc, les blancs jouent et gagnent, là. Voilà, donc ici, à chaque axe de progression, son application. Donc là, il y a un petit lien, on verra plus tard. Donc je rappelle qu'il faut se fixer des objectifs. Ça, c'est important. Dès qu'on veut faire une session d'entraînement, il faut se fixer des objectifs. En faisant attention que les objectifs, alors ils peuvent être très court terme, c'est-à-dire qu'on peut se fixer un objectif sur la session d'entraînement. On peut se fixer un objectif sur une série de sessions d'entraînement, c'est-à-dire que je vais m'entraîner pendant 3 semaines et il faut que j'atteigne ces objectifs de 3 semaines, ou vraiment une date beaucoup plus lointaine. On va dire, bon, à la fin de la saison, il faut que j'ai atteint ça. Donc il faut se fixer des objectifs. Ensuite, bon, jouer. Donc ça, c'est clair, hein, jouer. Donc actuellement, on ne peut pas jouer en compétition beaucoup, donc il faut profiter de Chesscom et Lichess. Lichess, globalement, c'est Lichess et Chesscom que je conseille d'utiliser pour jouer. Lichess, faites des parties cassées aussi sur Chesscom. Allez sur les arènes. Je ne sais pas si vous connaissez les arènes. Je vous montre si jamais vous connaissez. Tout le monde connaît les arènes ou non? Non. Non, bah non. Je vais vous montrer ça. Excusez-moi. J'arrête le partage d'écran. J'ai une question qui me vient là pendant que tu fais ton partage d'écran. Oui. Parce que quand j'ai vu la position initiale, est-ce que jouer à Chess 365 est formateur? Alors, j'y reviens. Alors, je peux y venir tout de suite. Alors, donc je vais y revenir tout de suite. Bon, ok. Non, mais notre question, on répond après. Non, c'est une question qui est importante. J'aurais pu commencer tout de suite par ça, parce que ça fait partie justement des objectifs. Donc, vous voyez, quand on joue, il faut se fixer des objectifs, quel que soit qu'on fasse. Donc, les objectifs qu'on peut avoir, ça va être, si je participe à une arène, on va y revenir à une arène, c'est un sorte de petit tournoi. Le but, ce serait de faire, il faut que j'atteigne tel score. On va y revenir. Je peux cibler, pour une cadence de jeu donnée, je peux me cibler à un elo. C'est-à-dire que là, actuellement, je suis 1600, je veux devenir 1700 jusqu'à partir de telle date, ou suite à une session. Je peux viser un top. C'est-à-dire que là, je me rends compte que je suis dans le top 1000. Moi, j'approche du top 1000, je veux rentrer dans le top 1000 mondial sur cette cadence. Voilà. Le problème, c'est qu'il y a des moments où on arrive à un objectif un peu limite, on n'arrive plus à casser la barrière. Dans ce cas-là, il y a plusieurs solutions. Je peux changer de cadence. C'est-à-dire, je me rends compte que sur cette cadence-là, je bloque. Alors que sur d'autres cadences, je suis sous-évalué, j'en profite. Je vais sur la cadence où je suis sous-évalué, je me donne un objectif, je peux comme ça facilement faire un objectif qui est atteignable, et je joue sur cette cadence-là. Il y a des fois, je peux changer de site, c'est-à-dire que je peux travailler sur Lichess et Chesscom et essayer de monter à fond sur tous les deux sites. C'est une solution aussi. Enfin, une autre solution qui est très bien, c'est effectivement jouer aux variantes du jeu. C'est-à-dire qu'à un moment, je peux vraiment être bloqué complètement, ça arrive sur le jeu, et là, c'est une bonne idée de faire les variantes. Donc, le 960, par exemple, est une très bonne variante pour jouer aux échecs, tout en jouant un jeu un peu comme qui est quand même vraiment différent sur certains points. C'est-à-dire que ça nous permet un peu de nous évader. Et pareil, on peut de nouveau se fixer des objectifs pour monter son classement au 960. Ou aussi bien, on peut jouer au 960. Il y a plein de variantes du jeu. Hein. La 960, je vous montre. Donc, on se remet. C'est le partage d'écran que vous avez avec moi là. Vous avez tous sur là. Donc Lichess. Donc si je mets Lichess, je sais même plus quoi. Ah si, il faut que je regarde un profil, ce sera plus simple. Alors, je regarde le profil. Moi, je vois tout complètement figé là en ce moment. Hein. Ah, c'est figé de ton côté? Ouais, oui, tout est figé. C'est figé, d'accord, je confirme. Moi, je vois que le bas. D'accord, attendez. Je ne vois pas les pièces noires. D'accord, non, c'est normal, l'écran était figé, je confirme. Donc, onglet Chrome. Merci de me signaler. N'hésitez pas à me signaler hein, si ça bloque, ça peut arriver. Est-ce que vous voyez, là, ça bloque? J'ai pas de changement. Ah non? Vous n'avez pas de changement? C'est peut-être moi qui suis figé. Là, il y a CSMPE, enfin. Ouais, Bullet. J'entends bien, mais je vous entends bien, mais je vois toujours la même image. Alors, coupe ta caméra, ça va peut-être t'aider. Coupe les caméras. Coupe ta caméra et si j'ai l'impression que je peux même plus. Je suis complètement figé. Alors, attends, je te coupe. Il faut que je redémarre mon ordi, j'ai l'impression. Non, mais qu'est-ce qu'on doit voir là? Moi, je vois CSMPE, c'est tout. C'est ça, c'est bien. Gérard, tu vois CMCPE, non? Ah, mince, on est parti. Moi, je vois félicitations pour avoir éclaté le 2500. Voilà, moi aussi. Voilà, très bien. C'est ça. Donc, voilà. Donc, vous voyez, il y a différentes cadences. Donc, le site CMCPE, bon, ça n'a pas beaucoup été joué. Mais bon, le joueur a fait quand même, je pense que son objectif, ça fait d'atteindre 2500, celui qui a joué. Et il l'a atteint. Et là, effectivement, bon, c'est assez difficile de passer beaucoup plus haut. Il aurait pu jouer une autre cadence. Il aurait pu jouer en blitz, en rapide ou en classique. Voire en correspondance, c'est parti, en différé. Donc, vous voyez, on peut se faire des objectifs comme ça. Mais par contre, après, il y a des variantes du jeu. Et là, on les voit pas parce qu'il n'y en a joué aucune. D'accord? Alors, en fait, il y a des variantes du jeu. Alors, je suis désolé, on les voit pas ici. J'ai fait tout ça pour rien. Oui, il y a la Horde, il y a la Horde. Il y a le 360, des choses comme ça. Alors, la Horde, là, je vois. Alors, c'est amusant, mais là, je vois pas trop l'intérêt par rapport aux échecs. C'est amusant. C'est amusant, voilà. Donc, la Horde. Les pions et tout, envahir. Là, le Crazy House.
qui est un parachute à 1 contre 1. La différente variante du jeu, effectivement, les variantes du jeu ne sont pas inintéressantes. Hein. Elles sont toujours bonnes pour le calcul en général, parce que c'est des déplacements. Généralement, les pièces se déplacent de la même façon. Donc, pour le calcul et la vision d'échiquier, c'est très bien. Le 3 échecs est excellent pour se sensibiliser aux lignes ouvertes sur le roi et aux cases d'accès du cavalier sur le roi. Parce que là, on fait attention aux échecs. Et ça, c'est quelque chose de super important aux échecs en réalité, hein, de faire attention. On ne fait pas assez attention à ça. Beaucoup de joueurs ne font pas assez attention aux faiblesses tactiques sur le roi. Ils oublient, parce qu'il n'y a pas de menace directe, donc ils oublient que le roi, il a une faiblesse. Et alors qu'il faut toujours voir quand il y a une ligne ouverte sur le roi, en fait. Et donc, le 3 échecs là-dessus, c'est vraiment excellent. Parce que le 3 échecs, hein, c'est comme les échecs, sauf qu'on peut gagner en matant. Mais on peut aussi gagner en ayant fait 3 fois échec à l'adversaire. Donc chaque échec compte. C'est-à-dire qu'on dit pas échec, on dit un échec pour le premier échec, 2 échecs pour le deuxième échec, et en sachant que le troisième échec sera gagnant. Donc c'est voilà. Et donc c'est ça. Là, on fait beaucoup plus attention à son roi. Et bien sûr, faut pas faire autant attention que ça dans la partie. Enfin, disons qu'il faut pas. Si, faut faire faut faire aussi attention. Sauf qu'on peut tolérer beaucoup plus aux échecs classiques. Mais il faut donc les variantes sont intéressantes pour s'entraîner. Ça permet surtout lorsqu'on est vraiment bloqué c'est-à-dire qu'on n'arrive plus à progresser sur aucune des cadences, c'est-à-dire son élo est bloqué, c'est figé, c'est bien, ça permet de faire une petite soupape ça permet de se ressourcer un peu avant de reprendre et essayer de reprogresser sur une cadence. Alors, je voulais vous montrer donc une arène, partage d'écran, onglet Chrome, on va prendre, voilà, l'activité, partager. Donc, on va voir, donc, si je vais dans Play, Arena Tournament, donc là, vous le voyez, ça a marché? Ouais. Vous voyez les tournois. Ouais. Donc là, vous voyez, quelle que soit l'heure hein, du jour de la nuit, il y a toujours des arènes ouvertes quasiment. Et les arènes, en fait, on peut les intégrer, même quand elles sont commencées, on peut les quitter à tout moment. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'obligation de rester pendant une arène. Et vous voyez, il y a différents types de jeux. Il y a même des arènes sur des variantes. Hein. Vous voyez, là, il y a un anti-chasse. C'est le Kitargan, donc c'est le bouffe-tout en français. Là, le Crazy House, c'est le parachute à 1 contre 1. Voilà, le Tris échec. Vous voyez, là, des variantes. Il y a plein de cadences différentes. Des fois, il y a des conditions de Hello, c'est-à-dire qu'il ne faut pas être trop fort. Souvent, il y a des conditions, on vous demande d'avoir déjà joué un certain nombre de parties. Par exemple, on va essayer celui-là, tu vois, 3 plus, allez, encore mieux. 3 minutes, c'est mieux. On pourra essayer de jouer. Sauf que là, il me dit, non, t'as pas le droit parce qu'il faut au moins 15 parties classées. Donc là, je peux pas rentrer. Vous voyez, j'ai pas encore 15 parties jouées, donc je peux pas rentrer dans le tournoi. Donc voilà. Il y a des fois des conditions. Il faut faire des parties classées d'abord, avant de pouvoir jouer le tournoi. Donc lui, comme il est là, je peux jouer qu'en bullet, mais bon, je vais pas le faire parce que ça va casser son classement, donc c'est dommage. Je sais pas qui s'est amusé à être 2500, mais j'ai pas le niveau pour. En bullet, je suis pas 2500. En bullet, si je suis 1800, c'est mieux. Vous voyez? Mais ça, c'est vraiment très bien les arènes. Les arènes, c'est. Alors, je vous remonte quand même si on peut pas jouer dedans. Vous voyez là, plein de joueurs. Vous voyez les scores. Alors, vous voyez 3, 3, 5, 5. Parce qu'en fait, une victoire, c'est 2 points normalement. Une nulle, 1 point. Par contre, quand vous faites 2 victoires d'affilée, après vos victoires comptent 12. Donc vous voyez, il a commencé par 2 victoires. Alors pourquoi il a 3 et non pas 2? C'est qu'il y a une option qui s'appelle Berserk. Vous acceptez de jouer avec la moitié de votre temps, et non pas votre temps complet. Et en échange, si vous gagnez vos parties, vous avez un point bonus. Donc lui, il a gagné la première en Berserk, la deuxième en Berserk. Il a gagné la troisième en Berserk, 2 x 2, 4, plus le point de bonus, qui n'est pas multiplié, lui. Et voilà, donc c'est pour ça qu'il y a des 5 ici. Lui, par contre, il ne joue pas du tout en Berserk. C'est quelqu'un qui doit être un peu plus lent. Mais par contre, il a enchaîné les victoires, donc il gagne quand même pas mal de points. La petite flamme, c'est quand vous avez enchaîné au moins 2 victoires et que vous êtes en mode strike, comme un grand ligne. Voilà. Donc, et ça, on peut rentrer à n'importe quel moment dans une arène. On peut sortir à n'importe quel moment. On peut même se mettre en pause. C'est-à-dire que là, on n'en a pas, mais voyez ici, lui, il est en pause. C'est-à-dire qu'il a, pour l'instant, il y a plein de raisons pour se mettre en pause. Hein. Soit parce qu'on peut aller aux toilettes, etc. On se met en pause. Parce que si on n'est pas en pause et qu'on n'est pas appareillé, on va perdre. Et parce que si on n'est pas là. Donc ce serait dommage, il perdrait sa flamme, quoi. Ça vaut pas le coup. Donc résultat, on peut se mettre en pause et revenir, donc c'est vraiment très sympa. On peut regarder, il y a des gens qui streament en direct, donc vous pouvez regarder les gens jouer, et on peut regarder, hop. Voilà, panneau e-streaming, sauf que ça va mouliner à mort. Donc vous voyez, il y a quand même beaucoup de choses qu'on peut faire, effectivement. Donc voilà, c'est dernières, non, ça rame trop, je vais arrêter ça. Mais une question là, parce que moi j'ai été étonné de la progression de l'e-chess, parce qu'il y a quelques années on jouait sur chess.com, chess24, où moi je jouais sur Europe Échec, hein, oui, voilà.
ce site, ça fait quoi? Ça fait 3 ans qu'il est devenu, 2-3 ans qu'il est devenu top du top. Qui est-ce qui est derrière? Alors, derrière, déjà, c'est un site libre, hein, c'est un .org, donc c'est une communauté de développeurs. Oui. Il y a quand même, finalement, il y en a quand même un développeur, son nom, il est écrit, hein, vous pouvez le chercher, il y a un développeur qui est quand même, finalement, qui est quand même payé maintenant, qui a un salaire, hein, qui a été salarié. Mais en fait, c'est une communauté, c'est-à-dire que je sais pas combien ils sont actuellement. Oui, non, je sais, je suis informaticien, je sais ce que c'est qu'une communauté. Voilà, avant, ils étaient très nombreux, à mon avis, c'était plus d'une centaine quand même. Donc, évidemment. Mais moi, j'ai été étonné de cette progression, parce que globalement, il y a 4-5 ans, personne. Gérard Drogo vient de me dire terminé pour moi, son ordinateur vient de planter. Ah mince, voilà. Désolé. J'étais étonné de sa progression, parce avant, on était sur chess.com, ou. Moi, j'étais Europe Échec ou chess.com, quoi. Oui, non, mais les chess, effectivement, est arrivé tardivement, effectivement, mais par contre, il avait vraiment eu un engouement très fort en termes de développeurs, c'est qu'il y a plein de développeurs qui se sont mis dessus, et du fait, il a eu une vitesse énorme. Oui, il a vraiment très bien évolué. Oui. C'est vrai que c'est impressionnant, mais par contre, effectivement, je veux dire, en Péchec, je sais, eux, ils faisaient un peu la gueule, parce que nous, on a 2 développeurs, eux, ils ont une centaine. Comment tu veux Ouais. tu vois, voilà, En Péchec, moi, je jouais que par correspondance à l'époque. Je jouais qu'en partie longue. Hein. Mais c'était mon fils qui jouait en partie rapide. Il est monté à 2500, lui, en bullette et tout ça. Mais il battait des mètres sur Europe Échec. En pré-move, moi, j'ai une horreur de ça. C'est le bullet, je supporte pas. Le 0+1 ou le 1 minute, pour moi, c'est rédhibitoire. C'est rédhibitoire. Je réfléchis, en fait. Ça. Déjà, les parties de 3+2 ou 5+3, je réfléchis. Excuse-moi, je vous entends un peu moins bien, je suis désolé. Je vais devoir arrêter le processus. Donc, voilà. Donc, je sais pas, c'est marrant que l'enregistrement soit aussi lourd aujourd'hui. Je sais pas ce que je lui ai fait de si dur. Voilà, donc on peut jouer. Vous m'entendez toujours quand même? Oui. D'accord, très bien. Donc vous je t'entends, par contre, l'image est figée. Ah oui, là c'est normal. Ta caméra est figée. Je viens de lancer l'arrêt du processus, donc le temps que ça. Windows n'est pas multitâche en réalité. Hein. C'est un petit problème. Donc résultat, quand tu fais une tâche très lourde, tout se bloque en fait. Hein. C'est le petite blague. Donc résultat, bientôt je devrais pouvoir reprendre la main. Donc voilà, donc les arènes c'est très bien, les parties classées c'est très bien. Les arènes existent aussi sur Chesscom. Hein. Ça existe sur les deux plateformes. Sur les 2 plateformes.